Salut et bienvenue dans ce nouveau petit tutoriel consacré aujourd'hui à la mise en place d'un système d'abonnement ou de compte premium en utilisant le framework CakePHP. Donc dans ce tutoriel, qu'est-ce que l'on va apprendre à faire? On va apprendre à créer un système qui permette aux utilisateurs de souscrire à une certaine offre. Donc ici on proposera un choix entre différentes périodes. Et ensuite, après avoir effectué un paiement grâce à PayPal, les utilisateurs vont pouvoir profiter de ce compte en accédant à des pages spécifiques. Alors, pour bien suivre ce tutoriel, vous avez besoin de deux choses. La première chose, c'est d'avoir un compte développeur sur PayPal. Donc pour cela, vous vous rendez sur le site developer.paypal.com et si vous n'avez pas déjà un compte, vous créez un compte. Donc ce système va nous permettre de pouvoir tester le paiement sans avoir à faire de vrais paiements. En plus de ce système-là, vous avez aussi besoin d'avoir sur votre site un système de compte membre qui est déjà mis en place. Alors si ce n'est pas le cas, ce que vous pouvez faire, c'est suivre ce tutoriel-là. C'est celui-là qui me sert de base d'ailleurs pour le tutoriel d'aujourd'hui, qui va vous permettre de comprendre comment créer un système de compte avec les différentes phases nécessaires à la connexion des utilisateurs. Donc ici sur ce site-là, j'ai déjà en place un système de compte et d'identification. Donc vous voyez ici, je peux me connecter, je tape des identifiants et ça me permet automatiquement de me connecter. Et ce que j'aimerais bien faire, c'est que maintenant cet utilisateur, une fois connecté, puisse souscrire et s'abonner en tant que membre premium. Donc, on est parti. Alors, la première chose à faire, c'est de créer cette fameuse page qui va permettre à nos utilisateurs de s'abonner. Donc pour cela, je vais prendre mon contrôleur users et créer une nouvelle action que je vais appeler subscribe qui va permettre de souscrire à une certaine offre. Donc cette action, évidemment, elle ne doit être accessible qu'aux gens qui ont un compte. Donc déjà, je vais détecter si l'utilisateur est logué. Donc if this hot user ID, donc par exemple j'essaie de lire l'ID, si je ne trouve pas, c'est que l'utilisateur n'est pas logué. Et s'il n'est pas logué, qu'est-ce que je vais faire? Automatiquement, je vais le rediriger vers la page not found, c'est-à-dire qu'il ne peut pas accéder à cette page-là. Sinon, je laisse le script s'exécuter, ça veut dire que l'utilisateur peut consulter cette page-là. Donc je vais aller créer la vue qui correspond, donc je vais l'appeler subscribe.ctp. Et dans cette vue, je vais déjà définir un titre, donc this set title underscore for underscore layout et ça va être souscrire ou s'abonner. Allez, s'abonner au site. Voilà. Donc ici, ce que je vais proposer, c'est un petit formulaire qui permet de choisir l'offre à laquelle on souhaite souscrire. Donc je vais créer mon formulaire tout de suite. This form create. Hop, ça pointe vers le modèle user. Et je n'oublie pas à la fin de le finir avec un petit form end. Et là, je vais mettre s'abonner. Hop. Voilà. Et ici, au niveau du formulaire, alors déjà, je vais aller sur la page. C'est users/subscribe. Donc au niveau du formulaire, le principe, c'est que je propose à l'utilisateur de choisir la durée de son abonnement. Alors les tarifs, je vais les mettre en dur, ils ne vont pas changer souvent, mais histoire d'optimiser un petit peu les choses, je vais le mettre dans le Bootstrap. Donc ici, dans la configuration, j'ouvre mon Bootstrap. Donc je supprime toutes les variables qui ne servent à rien. Et ici, je vais aller me créer un petit tableau qui va me permettre de connaître les différentes configurations du site. Donc pour cela, je fais configure, write, comme écrire. Et ici, je vais écrire dans le tableau site. Et je vais écrire différentes choses. Donc là, je définis ça sous forme de tableau, parce que vous allez voir qu'on va y mettre pas mal d'informations différentes. Donc là, je vais définir les prix, donc prices. Et ça va être un tableau qui sera indexé par la durée d'abonnement. Donc ici, ça va être un mois. Et ensuite, le prix, ici 10 euros. Ensuite, 3 mois, ça va être 25 euros, parce qu'on fait une petite réduction. Et 6 mois, ça fait 50 euros. Voilà. Donc là, on a notre système d'abonnement, on a notre système de prix, et on va pouvoir maintenant l'utiliser au niveau de ce formulaire-là. Donc là, je n'ai plus qu'à parcourir les différents prix. Donc for each, configure read. Là, je lis les prix, donc site.prices. Hop, je vais enlever la petite minimap à droite, voilà. Et pour chaque prix que je parcours, je vais faire une petite checkbox. Donc là, je ne vais pas utiliser le helper form, mais directement l'écrire en HTML. Donc je fais un label qui a la classe checkbox. Et dedans, je vais y mettre mon champ suivi du petit label. Donc ici, mon champ, ça va être input, type égale checkbox. Au niveau de la value, ça sera tout simplement $K, donc qui correspond à la durée. Voilà, je ferme mon champ. Donc ensuite, je vais mettre par exemple la durée, donc c'est $K en mois, virgule, et le prix, donc c'est $V et en euros. Voilà. Donc si j'actualise, vous voyez qu'ici, j'ai les différentes formules. Voilà, alors hop, c'est mois avec un S,
En plus, c'est des inputs de type radio et je n'oublie pas de préciser évidemment le name. Donc là, le nom de mon champ, je vais l'appeler duration parce que ça correspond tout simplement à une durée. Donc là, vous voyez, l'utilisateur peut choisir la formule qu'il souhaite. Donc on va prendre ici 3 mois. Et ensuite, il clique sur s'abonner. Donc maintenant, il faut qu'au niveau de mon contrôleur, il faut que je récupère le formulaire. Donc ici, if différent de empty this request data. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Je vais les débugger pour l'instant. Debug this request data. Et ensuite, je coupe mon script pour pas aller plus loin. Donc ici, je vais cocher 3 mois, j'appuie sur s'abonner et vous voyez bien que je récupère la duration, la durée. Donc ici, cette durée, je vais la récupérer directement dans une variable, duration. Ça m'évitera d'avoir à appeler ce gros tableau tout le temps. Voilà. Et la première chose à vérifier, c'est de vérifier que l'utilisateur a bien souscrit à une des offres qui est offerte par le site. Donc ici, if configure .read, donc c'est site.prices. Ma durée que je viens de récupérer, duration. Donc là, je vais mettre des doubles quotes histoire de pouvoir exécuter directement les variables à l'intérieur. Comme ça permet d'éviter que l'utilisateur puisse souscrire à une offre qu'il vient d'inventer. Là, je m'assure que la durée qui a été sélectionnée par l'utilisateur correspond bien à une des durées proposées dans mon tableau de configuration. Donc else, ce que je pourrais faire, c'est afficher un message d'erreur ou faire ce que je veux. Là, je ne vais rien faire, ça va tout simplement le laisser sur la même page. De toute façon, il n'y a pas de raison que normalement, dans un cas d'utilisation standard, on ait ce type d'erreur. Donc là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va ensuite appeler PayPal. Et c'est là que le système de paiement rentre en jeu. Alors pour le système de paiement PayPal, il existe tout un tas de solutions. Donc en général, celui qu'on va utiliser, et celui qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est le système de boutons. Donc une des méthodes consiste à créer un bouton avec PayPal et en fait poser ce code HTML, le code HTML du bouton, et directement l'utilisateur va cliquer dessus pour payer. Donc nous, on va pas faire ça du tout. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va générer dynamiquement le bouton en utilisant l'API PayPal. Alors, ici, ce que vous faites sur la sandbox PayPal, vous allez sur Test Accounts et vous allez créer un nouveau compte préconfiguré. Et là, vous allez créer un compte tout simplement de seller et un compte de buyer, en vous assurant de les mettre en France si vous voulez tester des paiements français ou dans le pays que vous voulez. Donc là, c'est très important, vous allez créer un compte de chaque. Donc moi, c'est quelque chose que j'ai déjà fait. Le compte de buyer, je l'ai appelé buy pour pouvoir le reconnaître facilement. Et ensuite, j'ai un compte seller qui s'appelle sell. Et après, je me suis créé un compte tout simplement BuyEN, c'est un compte aux États-Unis pour pouvoir tester si plus tard je mets la taxe. Donc ce que je vais faire, je clique ici sur le compte de vendeur et je rentre sur son site. Donc ça va me permettre de configurer un petit peu le fonctionnement de son compte PayPal. Donc tout ce que vous faites ici sur Sandbox, il faudra penser évidemment à le faire sur votre compte final. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement configurer un petit peu mon compte. Donc ce que vous pouvez faire, c'est directement aller dans Préférences. Alors là, il faut poireauter un petit peu entre chaque page. Et il y a deux choses importantes. La première, c'est taxe et TVA. Donc là, vous allez mettre, si vous voulez facturer la TVA sur vos utilisateurs, vous allez mettre les différentes valeurs de TVA. Comme ça sera PayPal qui va les calculer. Donc ça, c'est la première chose à faire. Et ensuite, l'autre truc très important, c'est accès à l'API. Donc ça, on va utiliser l'API pour générer des boutons dynamiquement. Ça nous évitera d'avoir à devoir aller dans le compte PayPal et de créer les boutons à chaque fois. Là, ce que l'on va faire, c'est directement les générer en PHP. Et là, vous allez directement sur l'option 2, afficher une signature API. Et ça vous donnera un identifiant, un mot de passe et une signature. Donc ça, c'est très très important. Gardez-le et c'est ce qui va vous permettre de configurer votre script. Alors moi, pour éviter d'avoir à les taper tout le temps dans tous mes scripts, ce que je vais faire, directement dans le Bootstrap ici, hop, je sauvegarde ça. Directement dans le Bootstrap, je vais aller sauvegarder mes variables. Donc là, on va l'appeler if, on va l'appeler PayPal. Donc configure, white. Voilà, désolé si je le prononce mal au passage. C'est PayPal et on va configurer nos différentes variables. Donc ça va être un tableau qui va contenir plusieurs choses. D'abord, on va sauvegarder le mail du vendeur. Donc ici, ça sera le mail, celui-ci. Ça nous permettra de vérifier au moment où on aura le retour paiement que le paiement a bien été fait au compte de l'acheteur. Ça, c'est très important parce que quelqu'un peut faire un faux paiement et envoyer vers votre notification. Et si vous ne vérifiez pas ça, ça peut faire passer de faux paiements. Ensuite, on sauvegarde le login utilisateur. Donc ça, c'est ce que vous retrouvez dans l'API que je viens de générer. Hop, c'est ici. C'est ce login-là. Donc ça, évidemment, vous adaptez, vous mettez le vôtre. Ensuite, on a besoin du mot de passe, donc du password. Pareil, c'est généré à cet endroit-là. Et ensuite, de la même façon, on a besoin de la signature. Signature.
Et là, au niveau de la signature, c'est cette longue chaîne. Et après, je vais sauvegarder une autre variable qui me permettra de savoir si je suis en sandbox ou pas. Donc là, je vais l'appeler sandbox. Et cette variable, elle vaudra la chaîne de caractères sandbox. Je vous expliquerai pourquoi je mets ça. Voilà. Donc là, ce qui peut être sympa de faire, c'est de faire en fait deux tableaux. Donc moi, ce que j'ai fait un test sur mon IP en faisant ça. En disant, si je suis sur mon IP là, automatiquement, la variable de configuration, ça sera ça. Sinon, else, ma variable de configuration, ça sera autre chose. Donc là, bon, je duplique pour le coup, mais ça me permet comme ça d'avoir, juste en bougeant le code source d'endroit, de passer en production ou en développement. Et là, ben, ce que vous faites, vous enlevez juste sandbox et vous remplacez par les identifiants du mode production. Donc comme ça, vous avez directement un switch. Alors pourquoi je mets l'IP? Tout simplement parce que PayPal, lorsqu'il va faire des vérifications et vous renvoyer le paiement, il va taper votre IP. Donc ça c'est très important, il faut vous assurer que votre site soit accessible à distance. Voilà, donc vous pouvez le faire soit en mettant WAMP en mode en ligne, soit directement en hébergeant votre script sur un site pour tester. Voilà. Donc là, vous voyez, mon IP fonctionne bien et automatiquement, du coup, ça va être cette configuration qui sera prise en compte. D'ailleurs là, hop, c'est Sandbox. Voilà, donc maintenant ce que je vais pouvoir faire, c'est au niveau du subscribe, en récupérant la durée, j'ai le prix, j'ai tout ce qu'il me faut, je vais pouvoir appeler PayPal. Alors là, ce que l'on va faire, comme je l'ai dit, on va vraiment faire quelque chose de propre et générer un bouton dynamiquement. Alors pourquoi cette méthode-là? Tout simplement parce qu'elle a l'avantage de ne rien laisser en clair. Alors je vais vous montrer de quoi je parle. J'avais déjà fait un tutoriel sur PayPal. Hop, je vais rechercher ça vite fait. Voilà. Et au niveau du script de paiement, vous voyez que ce qu'on en avait fait, c'est qu'on avait créé ce formulaire en dur. Le problème de ce formulaire-là, il marche très très bien, hein. Il a l'avantage d'être simple à mettre en place, mais il a un inconvénient majeur, c'est que quelqu'un peut lire les informations que vous envoyez à PayPal. Et du coup, essayez de les modifier pour pouvoir attaquer votre script. Bon, si votre script de notification est bien sécurisé, il n'y a pas trop de problème, mais ça peut être toujours pénible. Donc là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va rendre ça totalement transparent en appelant directement l'API. Donc ici, on va utiliser l'API de PayPal, comme je vous l'ai dit, et on va utiliser la méthode BM Create Button. Alors cette fonction vous permet directement de générer dynamiquement un bouton chez PayPal. Et PayPal va vous renvoyer différentes informations, dont l'idée de ce bouton et surtout l'URL de paiement. Alors, on est parti. Alors, on va avoir besoin d'envoyer différentes informations. C'est ce que vous voyez ici. On va devoir envoyer toutes ces informations-là à PayPal. Donc, on est parti. On va stocker ça dans une variable, un request, qui va être un tableau. D'abord, le code du bouton, button code. Ici, c'est hostile. Donc ça, c'est ce que vous retrouvez sur l'API. Ensuite, le type de bouton, ici, c'est tout simplement un bouton d'achat. Donc, button type, c'est buy now. Ensuite, le type de bouton, donc ça correspond un petit peu aux choses que vous faites si vous configurez le bouton directement depuis PayPal. Subtype, et là, nous, c'est vraiment pour fournir un service. Donc ça va être service. Voilà. Et ensuite, on a la possibilité de définir d'autres variables. C'est ce que vous voyez dans cette dernière petite variable avec le petit n. Donc là, en fait, on va pouvoir définir différentes variables qui correspondent à nos éléments. Donc si je reviens sur le tutoriel PayPal, que j'ai pris soin de bien fermer évidemment, hop, voilà ici, vous voyez qu'on avait défini tout plein de variables. Mais ces variables-là, on va pouvoir les définir grâce à ça. Donc L button var 0, notre première variable, ça va être tout simplement le compte du vendeur. Donc ça va être business égale, et le compte du vendeur, c'est tout simplement ce qu'on a configuré dans les variables. Donc ici, ça va être configure, read, paypal.mail. Voilà, donc là, je fais bien attention à ne pas m'y perdre au niveau de mes parenthèses. Voilà, hop, et j'aligne un petit peu les flèches. Ensuite, je vais définir une autre variable, donc je vais dupliquer à chaque fois cette ligne, c'est var1, et ça va être le nom de l'item. Donc ici, item underscore name, et ça va être compte premium suivi hop, de la durée. Donc là, je vais mettre un double quote, ça va être duration, moins. Voilà. Ensuite, encore une autre variable, ça va être tout simplement la somme. Donc, button var 2, et la somme, elle est dans ce tableau-là, si vous vous souvenez. Donc là, ça va être amount
égale. Donc là, en fait, tout ce que l'on fait normalement en HTML, on le fait tout simplement directement en utilisant les variables comme ça que l'on va envoyer. Et on continue. var3. Ici, je vais préciser la monnaie utilisée. Donc currency underscore code. Et là, l'utilisateur va payer en euros. Donc pareil, si vous voulez, je les sors pas de nulle part et ces variables, elles correspondent vraiment à ça. Ici, hop, vous voyez, vous aviez currency code euro. Pareil, shipping, vous pouvez préciser le prix, les taxes et ainsi de suite. Donc les taxes, justement, j'y viens dessus tout de suite. Je ne le précise pas, tout simplement. Pourquoi? Parce que elles ont été rentrées directement dans le compte PayPal. Donc PayPal va être capable de les calculer tout seul. Donc je n'ai pas besoin de les rentrer, c'est PayPal qui va le faire. Donc ensuite, je ne veux pas que l'utilisateur puisse laisser de notes. Hop. Ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir définir? Je vais pouvoir définir toutes les URL. Donc ça, c'est important. Je vais avoir 3 URL d'appelables. Je vais avoir l'URL de notification. Donc là, ça s'appelle notify underscore URL. Alors cette URL de notification, c'est celle qui est appelée discrètement par les serveurs de PayPal et qui va permettre à mon site de savoir que le paiement a bien été effectué. Donc ici, je vais l'appeler router:/URL et ça va être dans le contrôleur PayPal que je vais créer plus tard. Et je vais appeler l'action Notify. Voilà. Et ici, je mets true. Alors pourquoi je mets true? Tout simplement parce que ça va dire au routeur de rajouter l'URL complète et de ne pas mettre juste /PayPal. Donc ça mettra toute mon adresse avec le 82, enfin mon IP ici. Donc je vais créer ensuite d'autres variables, 6 et 7. La seconde, ça sera return. Ça sera la page quand l'utilisateur a fini de payer. Donc moi, ça sera success. Et ensuite, l'URL d'annulation. Donc ici, ça peut être cette page-là ou tout simplement une URL que vous définissez. Donc ici, moi, cancel. Voilà. Et enfin, pour finir, on va stocker une dernière variable qui va me permettre de connaître les différentes informations que j'ai envoyées. Donc ici, c'est la variable custom. Donc ça se présente sous forme un petit peu d'une URL. C'est-à-dire que je vais mettre un argument égale une valeur, un autre argument, une valeur, et un autre argument, une valeur, et ainsi de suite. Alors ici, pour que ça soit plus clair, je vais le stocker dans une variable et l'envoyer directement comme ceci. Alors, d'abord, je vais définir l'action. Ici, c'est un abonnement, donc subscribe. Ensuite, je vais préciser l'ID de l'utilisateur. Donc là, c'est UID égale, je vais le stocker pour plus de simplicité. Voilà, donc là, directement, je n'ai plus qu'à mettre l'ID de l'utilisateur. Et enfin, dernier paramètre, la durée qui a été choisie. Donc là, ça va être duration égale $duration. Et ça, je l'envoie directement au niveau de mon custom. Voilà, donc là, mes différentes variables sont faites et je vais pouvoir envoyer tout ça à PayPal. Alors, pour envoyer à PayPal, j'ai besoin de préciser d'autres choses. Donc d'abord, la méthode, je vous l'ai dit, c'est bmCreateButton. Donc c'est cette méthode ici que l'on retrouve à cet endroit-là. Donc ça, c'est des choses qui ne vont pas changer, peu importe le type de bouton ou les autres informations que vous avez envoyées, c'est toujours la même chose. La version de l'API, donc là, moi, c'est 87. Ensuite, alors ça, me demandez pas d'où je l'ai trouvé, me demandez pas d'où je l'ai trouvé, c'est comme ça. Et ensuite, les différentes informations, donc le login pour l'API, donc c'est configure::read paypal.user, le mot de passe, et ensuite la signature. Voilà, donc tout ça, ça permet, vous voyez, ça commence à faire un gros tableau, mais ça permet d'appeler l'API de PayPal en toute sécurité. Donc paypal.user, paypal.password et paypal.signature. Donc là, l'avantage, c'est que du coup, si vous voulez changer les configurations, vous n'avez qu'à changer dans le Bootstrap et automatiquement, ça va être répercuté ici. Voilà, donc là, tous mes objets sont prêts. Je vais pouvoir balancer ma requête. Donc évidemment, je ne peux pas envoyer les informations aussi simplement. J'ai besoin de les former sous forme d'URL. Donc là, je fais directement request égale http:/build_query. Et là, je balance ma requête. Voilà, donc si maintenant je débug ces informations-là, et que je die juste après, hop, je vais faire un petit test. Je choisis 3 mois, je décoche Live Reload et je m'abonne. J'ai une petite erreur, c'est tout simplement ici, je fais read, alors que c'est user. Bon, c'est pas grave. Je réactualise, et là vous voyez qu'automatiquement il a converti mon système pour pouvoir appeler les différentes variables. Voilà. Alors, je reviens en arrière,
Voilà, donc ça, ma requête est prête à fonctionner et je vais enfin pouvoir appeler l'API de PayPal. Donc ça va être grâce à curl, donc je fais curl options et je sauvegarde les options dans un tableau pour pouvoir les appeler encore une fois plus facilement après. Donc première option, c'est évidemment l'URL de l'API. Donc c'est curl opt underscore URL. Donc l'URL c'est https://api-3t.paypal.com/nvp. Alors le nvp c'est name value parameter je crois. C'est le système de retour que vous voulez avoir. Vous avez d'autres systèmes, alors je ne sais plus si c'est indiqué là. Voilà, vous pouvez aussi utiliser l'API SOAP. Mais là, nous, c'est plus simple sur ce cas-là, donc on va utiliser cette API-là. Vous allez voir de toute façon comment vont revenir les valeurs. Ici, l'avantage, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que là, directement, je peux glisser mon configure .read paypal.sandbox. Et en fait, ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va rajouter le sandbox point, ce qui me permet automatiquement de basculer entre soit tester en PayPal live, soit directement tester en sandbox. Voilà. Ensuite, je vais préciser d'autres paramètres. Donc par exemple, verbose pour qu'il me retourne un petit peu les erreurs s'il y en a et s'il y a des problèmes, à 1. Ensuite, pour communiquer de manière protégée avec PayPal, je vais passer un HTTPS à cet endroit-là et je vais utiliser un certificat. Donc je fais curl SSL verify peer, je mets ça à true. Je mets verify host à 1 et ensuite j'ai besoin d'indiquer l'URL de mon certificat. Alors là vous allez vous dire mais c'est bizarre, tu n'as pas de certificat. Exactement, mais curl en fournit un, donc cat info. C'est certificat CAI info, voilà. Donc là directement ce que vous pouvez faire, vous cherchez sur Google, voilà, curl s'assert et ici vous allez trouver normalement ce certificat là. Donc là, automatiquement, vous allez dans votre dossier, par exemple, vendor, et vous allez créer ce fichier-là, que vous appelez sassert.pem. Voilà. Donc ce fichier est créé, et là, directement, vu qu'il va chercher ce certificat-là, vous allez indiquer l'URL. Donc là, moi, je vais indiquer l'URL en absolu, c'est app.vendor.directory-separator.mon certificat. Voilà. Et ensuite, j'ai besoin de dire à curl de retourner les valeurs de me renvoyer le retour. Donc ici, je mets return transfert égale 1. Alors vous vous dites, là, quel bordel, juste pour créer un paiement. Oui, mais là, une fois que ça sera fait, vous aurez à le faire qu'une fois. Donc ça, je vous explique tout et je détaille. Donc c'est vrai que ça peut prendre du temps, mais au final, vous allez voir la prochaine fois que vous allez le faire, vous copiez-coller et ça part tout seul. Donc ici, dernière valeur, c'est postfields et c'est tout simplement les valeurs que j'envoie. Et là, c'est ma request. Voilà. Donc là, tout semble bon et je peux enfin appeler l'API de PayPal en faisant curl underscore init. Et ensuite, je fais curl underscore set option underscore array et je lui renvoie directement le tableau d'options. Ce qui est plus simple que faire plein de lignes pour définir les options une à une. Et ensuite, j'ai besoin de la réponse, d'écouter un petit peu le retour. Donc c'est response égale curl underscore exec et j'exécute ma requête avec les options. D'ailleurs, j'ai même pas besoin de faire cette ligne du coup. Hop, voilà. Et ensuite, enfin, je peux écouter et voir si ça fonctionne. Donc, if curl underscore r no ch, donc ça veut dire si j'ai une erreur, dans ce cas-là, je vais les afficher. Donc, je vais mettre debug, j'affiche ces variables, donc c'est curl underscore error, voilà, et je me coupe tout de suite parce que je veux voir les erreurs. En prod, évidemment, vous adaptez, vous faites quelque chose d'un petit peu plus classe. Si je n'ai pas d'erreur, mais c'est que ça fonctionne bien, donc je ferme mon ouverture, donc curl close, et ensuite, je vais récupérer et ensuite, je vais voir un petit peu ce que je récupère. Donc ici, je mets debug response. Et pareil, je me coupe juste après. Donc là, je retourne sur ma page, je réactualise. Et j'ai un petit problème. Oui, évidemment, je vous ai dit des bêtises. Hein. C'était important, ce que j'avais mis juste au-dessus. Donc je vais le remettre. Hop. Ouais.
Et non, en fait, il n'y a pas de deuxième paramètre qui peut prendre les options. J'ai un petit peu tout mélangé, désolé. Donc là, vous réactualisez. Donc vous voyez que ça mouline, donc ça veut dire qu'il appelle bien PayPal. Et vous voyez que PayPal, comme je lui ai demandé, me renvoie une clé qui contient le nom et les valeurs. Donc moi, évidemment, j'ai besoin de traduire ça dans un tableau en PHP, donc j'utilise la fonction parseString. Donc parse_string. Je veux parser tout simplement la réponse et je veux récupérer ça dans un tableau. Donc moi, je vais l'appeler response array. Et si maintenant, au lieu de débugger directement response, je sors directement le tableau, vous allez voir que j'ai quelque chose de beaucoup plus clair et beaucoup plus simple. Pareil, vous attendez que ça mouline. Et vous voyez que ma réponse est beaucoup plus simple. Là, je suis capable de lire et je vois au passage que ça n'a pas bien fonctionné. J'ai une petite erreur. Il me dit que la valeur n'est pas bonne. Ici, c'est amount que j'ai choisi ne correspond pas. Donc ce que je vais faire, plutôt que préciser la valeur ici directement comme ceci, je vais la préciser manuellement. Donc là, je vais mettre 10.00. Donc voilà, je réactualise. Et là, vous voyez que ça fonctionne bien. Donc ça vient bien de ça, c'est que amount, ça attend un float. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser la fonction number format. Donc ici, je vais mettre price égale number underscore format. Alors si vous ne savez pas comment fonctionne cette fonction, c'est une fonction qui vous permet, c'est une fonction tout simplement qui vous permet de formater un chiffre. Voilà, donc nous, ce que l'on va faire, c'est qu'on va formater directement ce chiffre-là et on va lui dire j'ai besoin de 2 décimales. Si ensuite je débug le prix, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Hop, je mets un die pour éviter d'appeler l'API inutilement. Hop. Mais vous voyez que ça met automatiquement ces 0.00. Donc l'avantage de cette fonction-là, c'est que si ensuite dans le Bootstrap, pour une raison X ou Y, vous avez envie de mettre une valeur, ça ne la modifiera pas. Hein. C'est mieux que faire juste de rajouter 0.00 à la fin. Là, ça fait vraiment un number format. Donc là, directement dans amount, je renvoie le prix. Price. Voilà. Et maintenant, si j'actualise, je vais enlever mon petit debug die, c'est déjà fait. Vous voyez que du coup, PayPal, qu'est-ce qu'il renvoie? Il vous renvoie le code HTML du formulaire, si vous voudriez le mettre, et surtout, c'est ce code-là. Et ce code-là, c'est quoi? C'est un code qui, une fois envoyé à PayPal, vous permet de faire un paiement. Si vous voyez que je clique dessus, ça mouline un petit peu, hein. Sandbox, c'est pas forcément très rapide. Vous voyez qu'automatiquement, ça me permet de faire un paiement. L'avantage, c'est que ce lien, vous pouvez le sculpter sous toutes les formes et vous n'avez aucun moyen de récupérer, par exemple, l'URL de notification ou quoi que ce soit. Donc, c'est beaucoup plus sécurisé. Voilà, donc maintenant, ce que j'ai besoin de faire, c'est directement rediriger vers cette URL-là. Redire. Et je redirige vers quoi? Vers response underscore ou response array. Et directement email link. Voilà, je vérifie que je l'ai bien écrit. Voilà. Et ensuite, un petit die pour m'assurer qu'il ne se passe rien après. Donc là, je supprime mon debug et je suis parti. Donc maintenant, si l'utilisateur coche encore une fois la même case et qu'il clique sur continuer, ça va mouliner. Ça appelle l'API de PayPal qui me renvoie le lien vers le formulaire et ensuite ça redirige l'utilisateur vers ce lien-là. Donc ce que je vous conseille, c'est quand l'utilisateur clique sur cliquer, faites un petit chargement ou quelque chose pour lui indiquer qu'il se passe quelque chose, parce que c'est vrai que ça peut durer un petit peu longtemps suivant la charge de PayPal. Donc là, ce qui se passe, c'est que je vais pouvoir faire mon paiement sur PayPal sans problème, et j'ai besoin maintenant d'écouter le retour. Et j'ai maintenant besoin d'écouter le retour pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Donc là, hop, je vais créer un nouveau contrôleur. Je vous l'avais dit, il s'appelle PayPal, donc c'est PayPal controller.php. Donc là, c'est un contrôleur standard. Hein. Donc je vais l'appeler PayPal et il va appeler plusieurs modèles. Donc là, ça va être public, uses. Et les deux modèles à appeler, c'est user, parce que je vais modifier les informations d'un utilisateur, et transaction, qui va me permettre de sauvegarder les transactions. Alors, ce modèle-là, évidemment, il n'existe pas. Ce modèle-là, il n'existe pas, je vais le créer juste après. Je finis juste, je crée Notify, qui me permet d'appeler la notification, Success, qui est lorsqu'un paiement a bien été effectué, et ensuite j'ai Cancel, qui est appelé lorsqu'un paiement a été annulé. Voilà. Donc comme je vous le disais, ce modèle-là, il n'est pas créé. Donc je vais le créer. D'abord, pour le créer, il faut que j'ai une... Alors, ce modèle-là, à quoi il correspond? Tout simplement, ce que je vais faire au niveau de ma base de données, c'est sauvegarder toutes les transactions qui sont faites par les utilisateurs, ce qui me permet de savoir où on en est. Donc je crée une nouvelle table, Create New Table, et je vais l'appeler Transaction.
avec un S. Vous pouvez l'appeler absolument comme vous voulez, subscription, ce que vous voulez. Moi je l'appelais transaction, c'est assez générique tout simplement parce que ça sert aussi à d'autres types de paiements. Bon là pour le coup ça va servir qu'à ça, mais dans certains cas ça sert à d'autres choses. Voilà. Alors, je vais créer d'abord un ID en BigInt, parce que bon, on peut avoir des milliers et des milliers de paiements, et évidemment en auto-increment et en clé primaire. Ensuite, j'ai besoin de sauvegarder le prix. Donc c'est price, et je mets ici en float. Parce que comme je vous l'ai dit, le paiement n'est pas forcément un entier. Ensuite, les taxes. Pourquoi? Parce que j'ai défini des taxes au niveau de mon back-office et j'ai besoin de savoir combien l'utilisateur a payé avec les taxes. Ensuite, TextCN ID. Ça, c'est tout simplement l'idée du paiement PayPal, ce qui me permet en cas de litige ou en cas de problème de récupérer les informations sur le paiement et de savoir combien était la valeur, quand est-ce que ça a été fait et différentes informations. C'est pas nécessaire, mais ça permet d'éviter les problèmes plus tard. Ensuite, l'idée de l'utilisateur, user ID, pareil, ça va être BigInt. J'imagine que j'ai beaucoup d'utilisateurs. Ensuite, je vais avoir besoin de l'action. Action. Qu'est-ce qu'a fait l'utilisateur? Pourquoi il a payé? Donc là, ça va être varchar. Ensuite, le amount. Pour combien de temps il a payé, par exemple. Donc là, ça va être la durée. Donc ici, on va mettre int. Voilà, et ensuite ce que vous pouvez faire, alors c'est pas nécessaire, vous pouvez déjà vous arrêter là, mais c'est récupérer les informations qui ont été... donc, ensuite, la date de création, donc created, ça c'est un champ qui est automatiquement créé par CakePHP, qui permettra de savoir quand a été fait le paiement. Donc là, vous pouvez vous arrêter là, ou tout simplement rajouter d'autres champs, un qui va s'appeler name, et c'est en fait, PayPal va vous renvoyer les différentes informations de facturation qui ont été tapées par l'utilisateur. Donc ça, pourquoi je le sauvegarde? Je ne serais pas du tout obligé de le faire. C'est tout simplement parce que en le sauvegardant, ça me permet de générer des factures plus tard. Donc vous pouvez récupérer tout un tas de variables. Moi, j'ai récupéré que les trucs essentiels. C'est nom, donc qui contient prénom, nom, le country qui est le pays. Alors attention, c'est juste le code, c'est pas le pays entier. La ville et l'adresse. Voilà. Après, vous voulez récupérer ce que vous voulez. Hein. Je vous montrerai de toute façon un petit peu comment c'est formaté. Et je sauvegarde. Donc voilà, ma table est prête à fonctionner. Je vais créer le modèle qui correspond. Hop, donc c'est dans modèle. Je vais fermer ça. Et le modèle, ça va s'appeler transaction.php. Et ici, je crée un modèle relativement standard que j'appelle transaction et qui ne prend aucun paramètre. Voilà, et qui n'a même pas de fonction. Donc là d'ailleurs, ce que vous pouvez faire, et ce que je vous conseille de faire, c'est ici de mettre la fonction PayPal. Donc ici, je vais l'appeler function request PayPal, et de n'utiliser que les informations qui sont intéressantes, notamment le prix, donc price, ensuite le nom, name, et ensuite les variables custom. Voilà. Et ce que je vais faire, plutôt que m'embêter à avoir tout le modèle user, vous voyez, qui est blindé d'informations comme ceci, c'est directement faire tout ça dans mon modèle transaction. Donc ici, hop, je vais récupérer tout ça, voilà, tout, jusque là. Voilà. Donc là, je transfère tout à cet endroit-là. Alors ici, donc ça, tout ça, je peux le récupérer. Ici, le name, hop, ça va être tout simplement name. Donc du coup, au niveau de mon contrôleur, je sauvegarde le name ici. Voilà. En attendant, hein, vous allez voir après, je vais revenir dessus. Et pourquoi je fais ça? Tout simplement, ça va me permettre d'alléger le code. Au niveau de mon contrôleur, j'ai juste à faire ici, vis, load model. Donc je charge le modèle transaction. Et ensuite de faire un vis, request PayPal. Et d'envoyer ce que je veux. Donc je veux que le prix, ça soit price. Je veux ensuite que le nom, ça soit ça. Virgule, le nom, ça soit ça. Et ensuite que les variables personnalisées, ça soit ça. Et l'avantage, c'est que vous voyez que, alors que tout à l'heure j'avais 10 lignes et que c'était compliqué, que c'était pas forcément clair, là je sépare la logique de mon contrôleur. Voilà, hop, hop, ça sert plus à rien. Et ça va me retourner tout simplement soit l'erreur, donc ici, je vais l'appeler URL. Du coup ici, if URL, ça veut dire que tout a bien fonctionné, je redirige en faisant un redirect URL. Voilà, vous voyez que du coup c'est beaucoup plus simple. Et en fait c'est mon contrôleur c'est mon modèle qui va se charger de générer cette URL là.
Voilà, donc au niveau de mon modèle, hop, transaction, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je récupère le nom, le prix, je fais ça. Ok, donc là, il n'y a pas de problème. Ensuite, ça fait tout l'appel, tout l'appel, tout l'appel. Et là, à cet endroit-là, s'il y a une erreur, bon là, je laisse le die, mais en vrai, il faudrait faire un return false. Sinon, ben, ce que je fais directement un return et je récupère le lien return ça. Voilà. Évidemment, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter un test là en disant s'il n'y a pas ça ou s'il y a une erreur, comme tout à l'heure, retournez l'erreur aussi. Voilà, donc là, ça va fonctionner beaucoup mieux et ça permet d'être un petit peu plus simple à ce niveau-là. Donc je reviens sur mon système d'abonnement, je réactualise, je sélectionne 3 mois. Voilà, et c'est là que je voulais voir le problème, c'était vis transaction request PayPal. Et là, ça fonctionne. Donc si vous réactualisez, de la même façon, ça ping l'API de PayPal, ça renvoie le lien. Et voilà, je me retrouve sur le système de paiement. Voilà, donc au niveau de mon contrôleur PayPal, ce que je vais avoir besoin de remplir, c'est cette fonction-là. Alors cette fonction-là, rassurez-vous, on ne va pas la faire complètement. On l'a déjà expliqué dans le tutoriel consacré à PayPal, donc je vais y retourner dessus. Donc là, pour le retour de PayPal, j'ai pas besoin de prendre la tête à tout écrire. De toute façon, c'est un code qui est toujours identique. C'est ce code-là. Donc là, hop, je vais tout simplement copier ce code-là et le mettre dans ma fonction Notify. Donc là, je colle. Et après, j'indente un petit peu mieux pour pouvoir s'y retrouver. Donc là, qu'est-ce que l'on faisait? On récupérait l'email du vendeur. Donc cet email-là, je l'ai directement dans ma variable de configuration. Configure, .read, et là, c'est paypal.mail. Et ensuite, je vais vous réexpliquer le code vite fait. On récupère les différentes informations que nous renvoie PayPal. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise sock-open. Donc là, attention, faites bien attention d'avoir l'extension socket et OpenSSL activée, sinon ça ne va pas fonctionner. Ici, vous voyez que j'ai encore sandbox.paypal. Donc là, moi, de la même façon que tout à l'heure, je vais directement renvoyer ici et rajouter ma variable sandbox. Pourquoi? Comme ça, ça me permet de ne pas changer mon code lors de la mise en ligne. Ça me permet d'éviter de faire des oublis. Voilà. Ensuite, je récupère différentes informations qui peuvent m'être utiles, dont une information. Et ici, vous voyez que je décompose ma variable custom en utilisant la même fonction parseString. Donc après, vous pouvez récupérer autant de variables que vous voulez. Donc moi, j'ai récupéré tout ça. C'est toutes les variables qui me sont utiles à ce moment-là. Si vous voulez avoir d'autres informations, vous pouvez tout simplement les loguer. Donc là, ce que je vais faire, à cet endroit-là, on va faire un petit paiement pour tester. Ici, on va faire un vis log. On sauvegarde les variables qui ont été postées. Et ensuite, on fait virgule PayPal. Pourquoi? Tout simplement, ça va nous dire ici, log ces informations-là dans un fichier et ce fichier appelle le PayPal. Voilà, et ensuite je fais un die. Et après, je vous expliquerai le reste du code. Donc là, mon système est ouvert, donc je peux y accéder depuis l'extérieur et je vais pouvoir faire mon test de paiement. Donc j'ai besoin de mon compte d'acheteur, c'est ce compte-là. Voilà. Et ensuite, je fais mon paiement. Donc ça mouline, hein, le temps que ça se connecte. Ça me récapitule les différentes informations. Vous voyez au passage que ça rajoute une petite TVA. Je clique sur payer. Et là, automatiquement, si tout va bien, PayPal va pinguer mon serveur et va afficher des informations. Donc là, pour tester un petit peu ça, ce que je vais faire, je vais aller dans temp, log. Et là, vous voyez que j'ai un log PayPal. Donc très très bon signe. Si vous ne l'avez pas, c'est que vous êtes mal barré. Donc ce log PayPal, c'est tout simplement toutes les informations que m'a renvoyé PayPal. Alors, au niveau des variables importantes, vous avez MC gross qui contient le prix qui a été payé par l'utilisateur. Les taxes, c'est combien à payer de taxes supplémentaires. Donc si vous voulez avoir le prix hors taxe, vous suffit de retrancher ça à ça. Vous avez aussi les frais de PayPal. Ça peut être pas mal si vous voulez savoir combien il vous reste pour vous. Et tout un tas d'autres informations plus ou moins utiles. Donc moi ici, au niveau de mon contrôleur, j'ai récupéré toutes ces variables-là, donc vous pouvez un petit peu les observer, ou en récupérer d'autres si vous voulez. Donc notamment une variable très importante, c'est le prix hors taxe, qui va me permettre de vérifier quelque chose. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais retirer ce log-là. Ensuite, ça c'est le code qui est donné tout simplement par PayPal. Je fais un test pour savoir si le paiement a été bien conforme. Si le paiement est bien conforme, boum boum boum, je me retrouve ici. Donc là, je fais un test en disant est-ce que le compte
qui m'est renvoyé. Donc vous voyez au niveau de paypal.log, je vais revenir dessus, il me dit à cet endroit-là le receveur, celui qui a reçu l'email. Donc là c'est très important, il faut que vous vérifiez que celui qui a reçu l'email c'est bien vous. Donc là c'est ce que je fais ici. C'est ce que je fais ici. Voilà, et vous pouvez aussi de la même façon vérifier que la monnaie correspond. Là, moi je ne fais pas la vérification parce que j'imagine que plus tard, on peut avoir des systèmes de monnaie différents. Voilà, donc ensuite ici vient le moment de la vérification et voir que le paiement qui a été fait correspond bien à une de nos valeurs. Donc ici, ce que je vais faire, c'est dire if custom action égale subscribe. C'est-à-dire qu'ici, on a fait un abonnement. Hop, c'est ce que vous voyez. Alors je vais laisser ouvrir ce foutu fichier PayPal là parce qu'à chaque fois je le ferme. Voilà. Et je vais mettre juste là. Ici, c'est pas coloré, c'est dommage. Si vous allez sur la variable custom, voilà, vous avez l'action subscribe. Donc là, ça veut dire que l'utilisateur s'est abonné. Donc si l'utilisateur a voulu s'abonner, on va vérifier que la somme qu'il a payée, donc c'est le prix hors taxe. Faites bien attention à ça. Donc faites bien attention à ça, hein, sauf si vous ne mettez pas de taxe, c'est que le prix hors taxe correspond à une de nos variables dans notre tableau. Donc là, ce que je vais faire, je vais récupérer la durée, donc duration égale $custom de duration. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, je vais vérifier que le prix qu'il a payé, donc c'est payment hors taxe, est bien égal au prix qu'il est censé avoir payé. Le prix qu'il est censé avoir payé. Et dans ma variable de configuration, c'est set.prices.duration. Hop. Donc si les deux variables correspondent, ça veut dire que le paiement qui a été fait par cet utilisateur est de la bonne valeur. Donc dans ce cas-là, je vais pouvoir lui créditer son compte et le rendre premium. Donc là, ce que je vais faire d'ores et déjà, c'est sauvegarder la transaction au niveau de ma base de données pour pouvoir la garder en mémoire. Donc ici, je fais this, transaction si vous préférez, save, et je sauvegarde tout un tas d'informations. Donc array, d'abord le prix, price. Le prix, je vais sauvegarder le prix hors taxe, c'est payment hors taxe. Ensuite, je sauvegarde les taxes. Les taxes, c'est tout simplement payment underscore tax, ce que j'ai créé plus haut. Ça m'évite d'avoir à chaque fois à taper ce tableau qui n'est pas forcément utile. Ensuite, j'ai besoin de l'id du paiement. TXN ID, hop, c'est TXN underscore ID, la variable que j'ai créée, encore une fois, plus haut. Donc là, je vais essayer de vous laisser les deux pour que vous voyez à quoi ça correspond en haut. Voilà. Moi d'ailleurs, je vais aller à la ligne comme ceci et on est parti, je continue. Ensuite, l'idée de l'utilisateur, user ID, ça c'est très important, mais je les récupère non pas directement dans les variables, mais grâce au custom UID. Voilà, parce que je les avais envoyés au moment du paiement. Ensuite, l'action. L'action, c'est tout simplement un utilisateur qui veut devenir premium. Donc là, on va mettre subscribe. Ensuite, la valeur. Ici, on va mettre la durée de son abonnement. Donc ça pourrait être d'autres choses. Moi, c'est la durée. Donc c'est $duration. Ensuite, j'ai besoin de récupérer différentes informations. Donc son nom à l'utilisateur, c'est name. Alors là, vous voyez, je récupère adresse name. C'est ce que nous renvoie PayPal. Hein. C'est un combiné nom-prénom. Moi, j'avais appelé je achète. C'est pas forcément super malin. Mais voilà, vous voyez que c'est adresse name. Ensuite, j'ai besoin du pays. Là, c'est adresse country. Donc, ça va être country. $country. Ensuite, j'ai besoin de la ville, city. Donc là, vous voyez, les variables, ça me permet d'aller un poil plus vite. Et enfin, l'adresse. Donc, adresse. Voilà, vous voyez, hop, c'est au niveau de adresse street, si je le retrouve. Voilà. Avenue de la machin. Donc là, c'est ce que je vais récupérer. Donc là, adresse avec 2D, c'est directement adresse. Voilà, donc c'est adresse street, c'est le nom de la rue, tout simplement. Donc là, j'ai bien tout planifié, tout devrait bien se sauvegarder. Je vérifie au niveau de ma base. Voilà, j'avais tous les champs. Maintenant, ce que j'ai besoin de faire, c'est en plus, l'utilisateur qui correspond, lui rajouter sa durée. Donc là, je prends l'utilisateur this user ID égale $UID. D'ailleurs, je vais sauvegarder ça dans une variable, ça sera plus simple. Donc, l'idée utilisateur, c'est tout simplement custom user ID. Voilà, ça me permet de ne pas avoir à faire ça juste après, directement de récupérer l'idée utilisateur et de continuer.
Donc là, ce que je vais faire, je vais tout simplement prolonger son abonnement de la durée qui a été choisie. Donc là, j'utilise tout simplement l'objet datetime qui me permet d'avoir un meilleur calcul au niveau de la durée plutôt que faire x 3600 pour augmenter d'une heure et ainsi de suite. Donc là, je fais date égale new datetime, ça me sort la date du jour. Ensuite, je la pousse un petit peu de la période, donc c'est date, add, new date interval, donc là c'est un intervalle de durée, et la durée c'est une période par exemple de 1 mois, une période de 3 mois. Donc là tout simplement j'ai juste à faire p $duration m. Donc le problème c'est que ça ne permet pas de faire ça, donc ici je fais p .m. Et là je mets directement la durée, duration. Voilà, donc la date est maintenant poussée et j'ai besoin de la sauvegarder au niveau de ma table. Donc là, ma table users, je n'avais pas prévu de choses pour les comptes premium. Donc je vais créer un nouveau champ que je vais appeler end subscription. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Là, j'ai pas vraiment de nom super générique. Ouais, end subscription, c'est pas mal. Donc là, on va l'appeler date time et ça contiendra la date de fin d'abonnement. Et je sauvegarde. Donc maintenant, ici, j'ai juste à faire this user save field. Je n'ai pas besoin de sauvegarder plein de choses. Hein. Et je vais juste sauvegarder end subscription, cribtion, et ça va être tout simplement la date. Et là, la date, j'ai besoin de bien la formater. C'est date format. Et je vais la formater au format SQL. C'est date-m-d espace heure minute h2.i2.s, heure, minute et seconde. Voilà. Donc là, qu'est-ce que ça a fait? Si je récapitule calmement, tout simplement lorsque quelqu'un va faire un paiement, ça me redirige PayPal, appelle cette URL-là en renvoyant les informations de paiement. Je vérifie que le compte correspond bien. Je vérifie ensuite que mon action est subscribe. Et si mon action est subscribe, je vérifie que le paiement hors taxe correspond à une des variables. Alors là, vous voyez que j'ai fait pas mal de if. Ce que je vous conseille, c'est si ça ne fonctionne pas bien, si ça venait à ne pas fonctionner, c'est loguer. Comme tout à l'heure, this log, paiement. Là, je mets la durée, je mets la valeur. Hop, c'est paiement hors taxe. Ne correspond pas. Voilà, donc là ça me permet par exemple d'avoir une erreur et pendant mes tests de pouvoir vérifier si ça se passe bien ou si ça se passe mal. Et là je log encore une fois dans le fichier PayPal. Voilà, mais normalement tout devrait bien se passer, hein. J'ai pas fait d'erreur je pense. Et du coup ça devrait mettre cet utilisateur premium. Donc on va faire un petit test tout de suite. Je reviens sur ce site là, donc ça va me rebalancer sur le site, je fais retour. Voilà, ça m'a déconnecté de toute façon. C'est trop pourri. Alors, on est reparti. Donc, je suis sur mon compte. Je vais m'abonner. Donc, je vais aller sur mon compte. Et là, je vais faire un lien vers l'abonnement. Parce que sinon, c'est vrai que ça ne va pas être pratique. Donc, c'est User Edit. User Edit. Voilà. Et là, on va mettre un petit paragraphe, un petit lien. Et là, ça va être s'abonner. Et l'action, ça sera subscribe. Et le contrôleur, ça sera tout simplement le contrôleur user sur lequel je suis déjà. Voilà. Donc du coup, j'actualise, je clique sur s'abonner, je choisis une durée de 1 mois pour le coup, allez, et je clique sur m'abonner. Ça mouline, appel à PayPal qui me renvoie le code et ensuite je rappelle PayPal. Donc là, vous voyez que le montant correspond bien, je choisis de payer avec mon compte classique. Voilà mon compte de test. Automatiquement, PayPal va me connecter, va détecter que j'ai une TVA de 19,6 et je clique sur payer. Là, PayPal fait le paiement de son côté, me renvoie les informations et ensuite, ici, en cliquant sur retour, hop, si j'attends un petit peu, je vais me faire rediriger vers PayPal Success que je n'ai pas encore créé. Donc là, PayPal m'a renvoyé les informations. Alors, je vais voir si j'ai des infos au niveau de ma base de données. Donc là, je vais dans Transactions. Je vois bien que j'ai cette première transaction qui a été sauvegardée. Donc vous voyez qu'on récupère vraiment toutes les informations dont j'en ai besoin. La durée de l'abonnement, le TXN-ID qui me permet de connaître l'idée du paiement, la taxe, le prix et ainsi de suite. Et au niveau de users, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que, hop, ma date de fin d'abonnement, c'est le 1er mai. Donc ça correspond bien avec 1 mois de décalage par rapport à la date du jour. Donc ça fonctionne bien.
Donc ici, ce que je vais faire sur la page Success, plutôt que rien faire, je vais tout simplement recharger les informations de l'utilisateur. Donc ici, Success. Donc elle est où? Voilà, ici. Je vais tout simplement lire les infos de l'utilisateur. Donc déjà, si l'utilisateur n'est pas logué, rien faire. Donc if différent de ça. Donc si l'utilisateur n'est pas logué, cette page, il ne peut pas y accéder. Donc ici, je vais faire not found. Sinon, moi j'ai même pas besoin de faire le else. Sinon, je récupère l'utilisateur. Donc this user ID égale ce que je récupère en session. Là, tout simplement, je recharge les informations avec this session. J'écris dans la session au niveau de hot les informations que je vais relire dans la session. This user read. Voilà, ce qui me permet de recharger. Et ensuite, je vais le rediriger tout simplement vers le contrôleur users et l'action, par exemple, edit. Donc là, vous vous adaptez. Hein, et ce que vous pouvez faire, c'est même mettre un petit message flash pour indiquer que tout s'est bien passé avant. Voilà. Donc moi, ici, je mets ça. Je me rends sur la page de succès sans renvoyer les informations. Hein, et vous voyez là que ça me renvoie bien sur cette page-là. Donc là, au niveau de ma page edit, j'aimerais bien mettre ici, si l'utilisateur n'est pas premium, lui mettre quelque chose. Donc ce que je pourrais faire, c'est mettre une condition à cet endroit-là. Et la condition, c'est de vérifier que la date de fin d'abonnement est inférieure à la date et supérieure à la date du jour. Ça, c'est pas du tout pratique. Ce que je vais faire plutôt, c'est utiliser les virtual fields ou champs virtuels dans CakePHP. Ça va être beaucoup plus pratique à utiliser. Donc au niveau de mon modèle user, ce que je vais faire, je vais créer une nouvelle variable public virtual fields et ça va être un tableau qui contient les différents champs virtuels. Là, mon champ va s'appeler premium, donc là faites bien attention, il ne faut pas que ça corresponde à un champ qui existe déjà. Et ce champ-là, qu'est-ce qu'il vaudra? Il vaudra tout simplement user.end_subscription, voilà, et supérieur à no. Alors, je redécris ce que je suis en train d'écrire. Hein. Tout simplement, ça vaudra true, c'est-à-dire que la fin d'abonnement est supérieure à la date du jour, ou false si la date de la fin d'abonnement est inférieure à la date du jour. Voilà. Donc maintenant, si je retourne sur PayPal/success, histoire qu'il rafraîchisse un petit peu les informations en session, si maintenant au niveau de ma vue, alors j'ai tout fermé là parce que ça devient le bordel, au niveau de ma vue edit, je fais un petit echo, même pas debug this session read. Hop. Qu'est-ce que vous voyez? J'ai pas besoin de poster les infos encore une fois. Vous voyez qu'il se passe quoi? J'ai directement ici premium qui vaut 1. C'est-à-dire que l'utilisateur est bien un abonné. Si maintenant au niveau de ma base de données, je recule sa date de premium et que je le mets par exemple le 11, en 2011 plutôt, que je reviens sur PayPal Success, ça rafraîchit les informations et vous voyez là je suis plus premium parce que ma date de fin d'abonnement est inférieure. Donc ici, hop, je vais remettre premium, sinon ça sert à rien, je ne vais pas repayer juste pour ça. Voilà, l'utilisateur est bien premium, donc au lieu de s'abonner, je vais mettre la date de fin d'abonnement. Donc là, il faut que je rafraîchisse encore une fois. Voilà, la date de fin d'abonnement. Je suis reparti. If, donc là je récupère directement les informations en session, donc this session user read hot.user.premium. Donc si l'utilisateur est premium, dans ce cas-là, je fais quelque chose, sinon else, j'affiche tout simplement le lien vers l'abonnement. Et là, à cet endroit-là, plutôt qu'afficher rien, je vais afficher tout simplement la date de fin d'abonnement. Donc ici, je vais mettre un petit paragraphe et je vais mettre votre abonnement se termine le. Et là, hop, j'utilise la fonction date. On va mettre d/m/y h2.i2.s de string to time des infos utilisateurs. Donc là, c'est this session read user et end subscription. Voilà, end subscription. Voilà, donc on va tester ça tout de suite. Je réactualise et vous voyez qu'il me dit bien que mon abonnement se termine dans un mois. Le problème, c'est que l'utilisateur peut avoir envie de renouveler. Donc ce que je vais faire, je vais prendre ce lien-là, hop, et ici, je vais mettre un petit lien et ça va être prolongé.
Et du coup, il faut que l'utilisateur puisse repayer et puisse prolonger sa durée. Donc là, il clique sur prolonger. Imaginons il veut prolonger de 1 mois. Le problème, c'est qu'à cet endroit-là, au niveau de mon IPN de PayPal, vous voyez qu'automatiquement, qu'est-ce que je faisais? Ce que je faisais, c'est que je prenais la date du jour comme date de départ. Donc ça, c'est pas forcément vrai. Il faut prendre la date qui est en base de données si elle est plus grande qu'aujourd'hui. Donc là, je vais lire les infos de l'utilisateur. Donc, ça veut dire qu'au niveau de mon PayPal controller, à cet endroit-là, j'ai juste à dire if this user field premium, mon utilisateur est premium. Si mon utilisateur est premium, au lieu de choisir la date de départ, je choisirai sa date de fin d'abonnement. Sinon, comme date de départ, je peux choisir la date du jour. Donc si l'utilisateur est premium, dans ce cas-là, je fais this user field et je récupère sa date de fin d'abonnement. Voilà, donc je vais la sauvegarder dans une variable que j'ai appelée end. Et comme date de départ, je vais tout simplement faire $date égale new datetime. Alors j'ai besoin de savoir comment fonctionne cette fonction-là. Donc hop, je vais aller sur la documentation, sur le constructeur, et vous voyez que ça peut prendre une chaîne de caractères qui correspond à la date. Et l'avantage, c'est que cette chaîne de caractères, c'est au format MySQL déjà. Donc là, j'ai tout simplement lui renvoyé la date de fin. Voilà. Et comme ça, ça prolongera plutôt que réabonner la personne à partir de la date du jour. Donc ici, je reclique sur éditer mon profil, je veux prolonger ma durée. Donc je vais la prolonger d'1 mois. Je clique sur m'abonner. Donc je poireaute un petit peu le temps que PayPal réponde. Je choisis de payer, donc je paye. Donc là vous voyez au passage que le nom correspond bien. C'est bien compte premium 1 mois parce que j'ai coché un seul mois. Donc j'ai la TVA qui se rajoute, je clique sur payer. Donc là le paiement est bien autorisé par PayPal. Ensuite PayPal me renvoie sur cette page là. Entre temps, on imagine que PayPal est en train d'appeler mon serveur. Et ici, je peux me rediriger vers mon site web. Et là, vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? Ma durée de premium a bien été prolongée d'1 mois. Il ne m'a pas réabonné pour le 1er mai. Donc voilà, vous voyez, notre système d'abonnement fonctionne bien. Donc après, si vous voulez limiter des actions, par exemple ici, j'ai déjà créé une petite vue. Si vous voulez qu'un contenu ou que quelque chose soit réservé aux membres premium, il vous suffit tout simplement de tester s'il est premium. Et pour tester qu'il est premium, vous avez deux solutions. Soit vous lisez les informations en session, soit vous relisez les informations depuis la base de données. Donc là, par exemple, ici, si je veux n'afficher ce contenu qu'aux membres premium, j'ai juste à faire un if et à dire if directement en lisant la session. This session read. Et là, je dis quoi? Hot.user.premium. S'il est premium, dans ce cas-là, il pourra lire les informations. Sinon, il ne pourra pas les lire. Et dans ce cas-là, je mettrai P préservé au premium. Et je peux même le mettre en gras pour dire que c'est très très important. Et voilà. Et d'ailleurs, ça c'est plutôt dans un else. Voilà, et vous voyez que du coup, au niveau de ma vue, ça permet d'avoir des contenus qui sont limités aux membres premium. De la même façon, au niveau des contrôleurs, vous pouvez utiliser, comme j'ai fait ici, la session pour savoir si l'utilisateur est premium ou pas. Donc là, vous voyez que l'utilisateur est bien premium, il voit bien les contenus. Si je me déconnecte, je ne vois plus le contenu. Il est bien réservé aux membres premium. Donc d'ailleurs, par défaut, il est aussi réservé aux membres. Donc voilà, là on a bien terminé avec ce système-là. Alors un petit rappel de tout ce qu'on a vu, parce qu'on a fait pas mal de choses aujourd'hui. Donc on a vu comment mettre en place vite fait un formulaire qui permet aux gens de s'abonner. Donc on a vu comment séparer vraiment la logique des prix en mettant dans notre Bootstrap les différentes variables de configuration qui ne sont pas amenées à changer souvent, mais qui permettent de configurer le site depuis un seul emplacement. Donc ces variables de configuration permettent à la fois de choisir les différentes formules d'offres et les prix qui correspondent. Donc automatiquement l'utilisateur va pouvoir choisir un prix et on a vu ensuite comment utiliser l'API de PayPal pour directement générer l'URL vers un bouton. Donc cette URL a l'avantage d'être beaucoup plus sécurisée vu qu'elle ne laisse pas passer en clair les informations que vous envoyez à PayPal. Donc à travers cette méthode-là, donc request PayPal que l'on a créé dans notre modèle transaction, on a un système qui est très très simple à appeler et qui permet de générer dynamiquement des URL vers PayPal. Donc ensuite, on a vu comment créer le système de notification. Donc c'est quelque chose que l'on avait déjà vu de toute façon, mais qui permet de récupérer les informations du paiement PayPal et de les stocker dans une base de données. Donc ces informations, on les sauvegarde dans une table qu'on appelle transaction.
Donc cette table transaction ne sert pas nécessairement dans le site, mais permet d'avoir une trace de toutes les transactions qui ont été faites et des différentes informations qui ont été renvoyées par PayPal. Donc ça nous permet de régler les litiges de régler les problèmes en cas de litige. Et en parallèle, ce que l'on fait, c'est qu'on pousse la date de fin d'abonnement de l'utilisateur. Automatiquement, ce qu'on pense à faire, c'est lorsque l'utilisateur est redirigé sur le site, on lui recharge la session pour que les nouvelles informations soient bien prises en compte. Et enfin, on a vu comment mettre en place un champ virtuel au niveau de notre modèle user pour savoir rapidement si l'utilisateur est premium ou pas, ce qui nous évite d'avoir à tester à chaque fois par rapport à la date du jour. Ce champ virtuel, il est calculé une seule fois à la connexion et nous permet ensuite sur tout le site de vérifier le niveau de l'utilisateur. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu et surtout si vous avez des questions ou des suggestions d'autres tutoriels, n'hésitez pas à poster sur le forum ou à venir nous voir sur IRC. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.